En manchette aujourd'hui, l'opération Dérangement 21. Les enseignants du Cégep de Jonquière poursuivent leur moyenne pression. Jean Tremblay, possible candidat conservateur. La population est partagée. Le Web Journal commence maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce Web Journal du 22 janvier 2014. Le personnel enseignant du Cégep de Jonquière poursuivra les négociations et les moyens de pression envers le Conseil du Trésor dans le cadre de l'opération Dérangement 21 jusqu'à ce que l'ensemble de leur travail soit reconnu. 86 enseignants ont adopté presque à l'unanimité cette procédure ce midi à l'Assemblée générale extraordinaire. Andréane Larouche, pourquoi les enseignants ont-ils mis à jour leur position? Eh bien, les membres du syndicat du personnel enseignant du Cégep de Jonquière ont réévalué les objectifs de l'opération Dérangement 21 et ils ont également convenu de quelle manière ils allaient se mobiliser prochainement. Pour vous remettre en contexte, les enseignants s'opposent à une décision du Conseil du Trésor de ne pas avoir évalué l'ensemble des tâches des enseignants avant de les catégoriser à l'échelon 21 de la relativité salariale et ceux-ci étaient catégorisés avant à l'échelon 22, donc avant le mois de juin dernier. Toutefois, il faut dire que le ministre Stéphane Bédard était revenu sur sa décision et puis il avait reporté le changement d'échelon salarial de la classe des enseignants le 14 janvier dernier. Cependant, les principaux concernés pensent qu'il pourrait encore changer d'avis et pour le président du personnel enseignant du Cégep de Jonquière, Marc Boucher, ce recul n'est nettement pas suffisant. Je vous invite à l'écouter. S'il évalue que le fait de nous avoir mis à 22 pour nous, ça règle la situation, eh bien, il se trompe parce que les gens, ce n'est pas 21, ce n'est pas 22, ce n'est pas 20, ce n'est pas 24, 25. La problématique, c'est pas le rangement que l'on a. Pour nous, c'est la façon de reconnaître le travail que l'on fait. Quels moyens de pression comptent-ils mettre en place? Eh bien, les enseignants vont continuer de faire circuler la pétition de reconnaissance internationale. Également, ils vont faire des présences médiatiques et continuer les lignes de piquetage. Mais ce qui est important, c'est qu'il va peut-être y avoir une journée d'action nationale qui va être mise sur pied. Monsieur Boucher nous explique. Il y aura des perturbations que l'on fera sur des activités qui ne sont pas liées à l'enseignement. On peut penser aux réunions de département, les comités de programme, la commission des études. Et quelles seraient les conséquences de ce changement de catégorie? Eh bien, selon M. Boucher, il n'y aura pas d'impact concret avant la fin de la convention collective en 2015, mais une baisse de catégorie comme celle-ci pourrait faire en sorte que les enseignants vont perdre 5 000 $ par année lorsqu'ils seront au 17e échelon de l'échelle salariale. Et quand la décision de M. Bédard sera-t-elle rendue? La décision pourrait être rendue en février. Toutefois, rien n'est confirmé pour le moment. Merci, Andréane. Je vous en prie. Une policière de Saguenay a été hospitalisée hier soir après avoir été violemment agressée par deux hommes à la suite d'une altercation pour non-paiement d'une course en taxi sur la rue Saint-Antoine à Jonquière. Les deux hommes ont comparu aujourd'hui au palais de justice de Saguenay. Des accusations multiples, dont vol de service et voies de fait sur 3 policiers, pourraient être portées contre eux. Le procès de David Gilbert, 19 ans, l'un des présumés complices du vol à main armée survenu le 2 décembre dernier dans un dépanneur à laver, est fixé au 29 janvier prochain. Maître Luc Tourangeau a défendu son client ce matin au palais de justice de Saguenay afin d'orienter son dossier. D'ici là, David Gilbert demeure détenu alors que les 2 mineurs possiblement impliqués ont déjà été libérés. Reste à déterminer si l'accusé se fera entendre devant un juge seul ou jury. Le maire Jean Tremblay a confirmé ce matin avoir été approché par le Parti conservateur du Canada pour se présenter comme candidat lors des élections fédérales en octobre 2015. Les réactions des citoyens par rapport à cette éventualité sont mitigées. Un reportage de Catherine Moras. Après avoir vu le nombre de sièges du Parti conservateur au Québec diminuer de moitié en 2011, le premier ministre Stephen Harper compte faire remonter la popularité de son parti. C'est ici, au Saguenay, que le parti majoritaire aurait des chances de faire élire un député aux prochaines élections. Celui-ci ne serait nul autre que le maire Jean Tremblay, qui a affirmé ce matin avoir été contacté par le Parti conservateur du Canada. C'est pas faux. J'ai rencontré M. Harper à certaines occasions, c'est vrai, surtout quand il vient dans la région. Ça m'est arrivé de le rencontrer. J'ai des valeurs qui sont proches des siennes, mais aussi du Parti libéral. C'est normal, je pense, pour un maire comme moi, d'être sollicité.
Le maire précise qu'il reçoit des demandes de recrutement des différents partis à chaque élection. Il a toutefois déjà manifesté son appui au Parti conservateur lors des dernières années. Les réactions des citoyens sont partagées. Absolument. Ah ouais, parce que comme maire, moi, j'ai rien à dire de Jean Tremblay, il est parfait. Et mon seul problème, c'est que je suis pas sûr qu'il ne serait pas obligé de suivre la ligne de parti. Et à ce moment-là, il va trouver de se coucher. Alors, je pense pas qu'il se présente comme député, mais ça serait un bon député. Pas du tout, parce que moi, j'apprécie. Je suis pas d'accord avec. Je le trouve qu'il est un petit peu. Je le trouve despote. Puis moi, je n'aime pas du tout non plus ses positions. Cette approche s'inscrit dans une stratégie du Parti conservateur qui vise à aller chercher plus de votes au Québec, particulièrement dans les régions du Saguenay, de la ville de Québec et de la Rive-Sud de Montréal. Les prochaines élections sont prévues pour 2015. C'était Catherine Moras pour ATM Nouvelles à Saguenay. Bonne nouvelle pour les amateurs de pêche blanche. Le site de Grande-Bay ouvrira partiellement demain à compter de 8 heures. 2 secteurs n'ont toujours pas atteint le 12 pouces nécessaire pour l'embarcation des cabanes, a confirmé la ville de Saguenay. À L'Anse-à-Benjamin, les mesures de déneigement et d'arrosage se maintiennent et de nouvelles mesures de vérification de l'épaisseur de la glace seront prises demain. 625 000 en plus de la facture des frais reliés à la gratuité des services de la Société de transport de Saguenay. Voilà ce qu'il en coûtera à la ville de Saguenay à la suite de la fermeture du pont du Buc en décembre dernier. Le maire Jean Tremblay présentera sous peu le rapport des dépenses au ministre des Transports Sylvain Gaudreault. Il a bon espoir que le gouvernement du Québec assume la totalité des coûts. Le nouveau bar, le Balthazar, situé sur la rue Saint-Dominique à Jonquière, ouvrira ses portes dès demain. Le propriétaire et le personnel mettent la main aux derniers préparatifs. Ariane Fizet-Miljour, comment le tout se déroule? Tout à fait, Sabrina. J'ai pu moi-même constater la finalisation des derniers détails qui vont permettre au Balthazar d'ouvrir ses portes dès demain, ainsi que d'accueillir ses tout nouveaux clients. Voici le reportage que je vous ai préparé. La nouvelle franchise Le Balthazar, qui possède 20 lignes de bière en fût, effectuait aujourd'hui ses derniers préparatifs en vue de l'ouverture. L'ajout d'un bar sur la rue Saint-Dominique démontre l'effervescence de ces commerces. Ce qu'on veut, c'est faire bouger un peu la rue Saint-Dominique comme avant, mais plus diversifiée. Une économie plus diversifiée aussi. C'est ça qu'on veut. Leur faire vivre un peu le centre-ville de Jonquière qui avait perdu du lustre de beaucoup, là. Le personnel de la Voie Maltais, qui voit le Balthazar devenir leur nouveau voisin, n'a pas démontré d'inquiétude face à ce nouveau compétiteur. C'est sûr que ça vient en compétition parce qu'il y a 14 bières, je pense qu'il y a à peu près 14-15 lignes de bières de microbrasserie partout au Québec. Nous, on est une microbrasserie aussi, donc si eux peuvent attirer du monde qui viennent chez nous, c'est sûr que on se cachera pas que c'est de la compétition, mais en bout de ligne, ça nous fait pas peur. Au contraire, on est content d'avoir un peu plus de vie. L'un des associés du Balthazar, Marc Dubois, est confiant quant à l'ouverture de son bar demain, alors qu'il s'attend à remplir les 170 places disponibles. Ariane Fizet-Miljour, à Saguenay. Après un premier sondage mené lundi dernier par Léger Marketing pour l'agence QMI, voilà qu'un second, au compte de Crop-La-Presse, vient confirmer que le Parti québécois serait en terrain majoritaire si les élections avaient lieu aujourd'hui. La Charte des valeurs mousse la popularité du PQ. Ma collègue Nadia Lemieux a reçu l'enseignant en actualité au Cégep de Jonquière et chroniqueur à Rouge FM, Éric Arsenault, pour une analyse de ces sondages. Alors, bonjour, M. Arsenault. Bonjour, Mme Lemieux. Alors, qu'est-ce qui ferait que le PQ pourrait être majoritaire aux prochaines élections, selon vous? Je pense que la conjoncture actuelle et le débat qui est en cours au sujet de la Charte des valeurs québécoises est en train de profiter au Parti québécois. Ce parti-là a connu une première année au pouvoir extrêmement difficile. Rappelez-vous, depuis l'élection de Pauline Marois jusqu'à l'été 2013, le Parti québécois a surtout été caractérisé par les qualificatifs d'un parti ou d'un gouvernement qui recule sur toutes sortes d'aspects. Or, la gestion de la crise de Lac-Mégantic, de la tragédie de Lac-Mégantic l'été dernier, et surtout, je pense, le fait que le débat politique actuellement soit concentré autour de l'idée ou du projet de Charte des valeurs québécoises, tout ça, ça donne une impulsion au Parti québécois qui est en train de se matérialiser concrètement par des votes et des appuis dans l'opinion publique, là, si on en croit les sondages des derniers jours.
Selon vous, est-ce que c'est seulement la charte qui a propulsé le PQ? Je pense que la charte est le principal moteur de cette augmentation de la popularité du Parti québécois. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le Parti québécois a réussi, et je rends hommage aux stratèges du Parti québécois dans un certain sens, qui ont réussi à bien mesurer l'état d'esprit de la population par rapport à cette question-là. Le Parti québécois a un électorat qui lui est propre. Alors, c'est des Québécois, appelons-les les Québécois de souche. Et cet électorat-là est, et on le voit dans les sondages, particulièrement favorable à cette idée de charte des valeurs québécoises qui permettrait d'encadrer les accommodements raisonnables qui ont tant fait jaser, mais qui aussi permettrait, dans un certain sens, d'asseoir les valeurs de la société québécoise de façon claire, nette et précise. Et je pense que cet appui-là au sein de la majorité francophone est actuellement en train d'être très payant pour le PQ. Selon vous, est-ce qu'il y a certaines coupes qui auraient pu avoir lieu au PQ par certains électeurs traditionnels? C'est une bonne question. Il est clair que le projet de charte des valeurs québécoises va directement chercher l'électorat traditionnel du Parti québécois. Alors qu'au contraire, et probablement que c'est la conséquence un peu de ça, le PQ, en faisant le plein d'électeurs qui sont déjà vendus à sa cause autour du projet de charte, voit au contraire ses adversaires politiques, et notamment les libéraux, se chamailler, se diviser, s'entre-déchirer sur cette question-là. On le voit, le Parti libéral a tardé à préciser sa position sur la charte des valeurs québécoises. Ça a été fait que cette semaine, et même hier par le chef Philippe Couillard, alors que ce débat-là est en cours depuis pourtant des mois et des mois. Il y a eu, je pense, du côté libéral, une certaine impréparation face au débat dont on savait qu'il s'en venait, qui était imminent. Et on le voit à l'intérieur du Parti libéral du Québec, non seulement au sein de la députation, mais aussi au sein de l'électorat traditionnel du Parti libéral du Québec, qui est un électorat qui est composé pour beaucoup de communautés culturelles, de communautés ethniques, là où la charte des valeurs, la question des signes religieux, la question de la charte des accommodements raisonnables, ce sont des questions qui sont très sensibles, très délicates. Tout ça, ça fait que l'adversité ou les adversaires politiques du PQ actuellement se trouvent à être fragilisés. Puis, outre la charte, qu'est-ce qui est à surveiller à l'Assemblée nationale pour les prochaines élections? Je pense que la charte risque de dominer le portrait. Sinon, et probablement que les libéraux aimeraient bien que le débat porte sur autre chose que la charte, mais très certainement les finances publiques québécoises. Le ministre des Finances, Nicolas Marceau, a annoncé que le PQ ne serait pas en mesure d'atteindre l'objectif de l'équilibre budgétaire, du déficit zéro, au cours de la prochaine année. Alors, ça a été reporté à plus tard. Alors, nécessairement, tout ça, ça risque de revenir à la surface, surtout qu'un budget est attendu quelque part à la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Certains disent que c'est ce qui va déclencher une nouvelle élection. On verra en temps et lieu. La commission Charbonneau reste toujours en toile de fond. Alors, les révélations qui y sont faites depuis déjà quelques mois, ça continue d'alimenter le débat public aussi. Je pense que tout le dossier des infrastructures routières risque de retenir l'attention. Alors, le cas du pont Champlain est devenu un exemple classique. Et c'est bizarre parce que même au Saguenay, les infrastructures routières ont été mises sur la sellette avec les événements entourant la fermeture du pont du Buc au cours du mois de décembre. Alors, je pense que ces enjeux-là risquent fort de retenir l'attention au cours des prochains mois. Selon vous, comment Philippe Couillard va se débrouiller dans la région aussi avec la circonscription de Roberval? C'est une excellente question. Philippe Couillard, on l'a senti dans le dossier de la charte au cours des dernières semaines, plutôt fragile. Il va devoir s'impliquer davantage. Est-ce que le fait que maintenant il ait une tribune à l'Assemblée nationale pour défendre les positions de son parti, ça risque pas de lui donner un certain élan? J'en suis convaincu, parce que pour qu'un chef puisse être efficace, il faut nécessairement qu'il soit en chambre, qu'il puisse questionner le gouvernement, qu'il prenne part au débat, ce que ne pouvait pas faire Philippe Couillard tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas de poste, de siège. La circonscription de Roberval, rappelons-nous, dans le passé, a déjà offert son appui à des députés libéraux. On pense à Carl Blackburn, à son père Gaston, à une autre époque. Alors, c'est une circonscription qui pourrait être favorable à Philippe Couillard. La question qui se pose, c'est de voir est-ce que M. Couillard va pouvoir être disponible, être présent dans sa circonscription d'adoption avec toutes les responsabilités qui sont les siennes. Ça, c'est toujours le dilemme d'un chef de parti. Ses fonctions de chef et ses fonctions de député, des fois, c'est problématique. Puis s'il se présente, est-ce que vous croyez que ça va créer une vague libérale dans la région? C'est une excellente question. Le Parti québécois est quand même solidement implanté. On connaît la tradition, le sentiment déjà très nationaliste des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des ministres à Jonquière et à Chicoutimi qui ont montré, Sylvain Gaudreault et Stéphane Bédard, notamment par la gestion de la crise du pont du Buc, qu'ils étaient en plein contrôle, en pleine possession de leurs moyens.
Ces deux messieurs-là seront difficiles à déloger. Dans les deux autres circonscriptions de la région, il faudra voir. Mais il y a certainement, en tout cas, la présence de Philippe Couillard risque d'amener un enjeu et un ingrédient un peu plus épicé pour la prochaine campagne. Quand est-ce qu'on pourrait espérer des élections au printemps? Je suis prêt à mettre un 20 sur la table que ça va être quelque part au printemps. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit en campagne électorale au mois de mai. Peut-être des élections début juin, fin mai, début juin. En fait, c'est ce que je vois dans ma boule de cristal, mais ça a le temps de changer. Alors, les paris sont lancés. Exact. Merci beaucoup, M. Arsenault. Le décompte de l'opérette La fille du tambour-major est maintenant lancé alors que les artistes sont en répétition intensive depuis samedi. La production sera présentée du 7 au 9 février au Théâtre Banque Nationale. Marie-Lou Ringuette, vous avez assisté ce matin aux répétitions. Oui, Sabrina, et d'ailleurs, ils ont beaucoup de travail à faire dans les 3 semaines à venir. Ils comptent offrir aux spectateurs une opérette très divertissante. Oui, ce sont les amis que l'honneur et la chance, l'ironie de souffrance, l'ironie de souffrance, nous voilà réunis, nous voilà réunis. Avec ses personnages colorés, son scénario qui sort de l'ordinaire, les artistes sont enthousiastes à l'idée de jouer dans cette production. Plus qu'enthousiaste. Moi, j'étais venu il y a 2 ans et puis j'ai été énormément surpris par la qualité et l'ampleur, en fait, des productions qui sont faites ici. Et spécialement, cette année, les gens sont, je trouve, plus que jamais impliqués. Il y a énormément de personnes dans le cœur qui sont là, des gens de la communauté ici. L'histoire est complètement loufoque. Une vraie farce, voilà comment les artistes décrivent cette opérette. Selon eux, la production saura plaire aux plus jeunes avec son style caricatural. De son côté, le metteur en scène souhaite mettre l'accent sur le talent des interprètes. Jusqu'à maintenant, les répétitions vont bon train. Vraiment trop de plaisir. Puis c'est sûr que le public va ressentir ce plaisir-là. Et on est, comme je le disais, une gang qui a vraiment une chimie extraordinaire. Ça fait 4 jours qu'on répète intensivement avec les solistes, puis on a déjà eu presque une mise en forme globale de toute la pièce. Fait qu'il nous reste 2 semaines pour peaufiner et travailler. Les interprètes ainsi que le metteur en scène sont confiants de présenter une opérette comique de qualité. Marie-Lou Ringuette, ATM Nouvelles, Saguenay. Vicky Lefebvre, le cégep de Chicoutimi veut accueillir le Bol d'or à nouveau? Oui, Sabrina, le comité organisateur du Bol d'or 2013 à Saguenay aimerait que la ville soit encore l'hôte de cet événement en novembre 2014. Le responsable des sports, Éric Benoît, explique que tous les partenaires sont prêts à reprendre le projet. Voici ce qu'il avait à dire quant aux chances qu'ils ont de recevoir le Bol d'or en 2014. On leur a démontré ce à quoi on était capable. On a eu des commentaires très positifs, autant des dirigeants du réseau du sport étudiant que des équipes participantes. Que je pense qu'on a je dis des bonnes chances, mais qu'on a tout en notre faveur pour que cet événement-là revienne chez nous. Le comité organisateur devrait avoir une réponse concernant leur candidature au mois de mars. Les Saguenayens de Chicoutimi sont partis ce matin vers les Maritimes pour une série de 3 parties. Ils affronteront d'abord les Wildcats de Moncton demain, puis les Moosehead d'Halifax vendredi. Hier, les Marquis de Jonquière ont rapatrié l'attaquant James Desmarais lors de la date limite des transactions de la Ligue nord-américaine. Cela a été leur seul mouvement de personnel en raison du coût exorbitant des joueurs. L'entraîneur-chef des élites de Jonquière, Danny Fortin, est confiant d'accéder aux séries éliminatoires, même si sa formation occupe le 12e et dernier rang donnant accès aux éliminatoires. Pour en savoir davantage, mon collègue Maxime Tousignan l'a reçu sur le plateau plus tôt aujourd'hui. Monsieur Fortin, bonjour. Comment abordez-vous ce dernier droit de la saison? Bien, c'est sûr qu'au nombre de matchs qui restent, il reste 5 matchs à faire à la saison, dont 3 matchs à domicile. On espère vraiment faire le plein du maximum de points pour pouvoir continuer à avancer là, dans le championnat. Puis on est actuellement 12e au classement général. C'est très, très serré. On a un petit coussin de 3 points sur la 13e place. On sait qu'on peut avancer encore au niveau du classement, mais c'est sûr que ça va passer par des bonnes performances, là, dont les matchs à domicile qui s'en viennent là, pour notre équipe. Sentez-vous que le rappel de vos 2 vétérans, Lucas Lajoie et Olivier Tremblay, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont eu un impact sur l'équipe? C'est sûr qu'on
c'est sûr que la perte de 2 vétérans comme Lucas et Olivier a eu un impact sur notre équipe. Là. Déjà, au niveau du vestiaire, ces 2 vétérans qui partent, c'est 2 gars qui avaient du leadership. On l'a remplacé, Lucas, à titre de capitaine par William Jacques, qui fait un excellent travail justement dans ce rôle-là. Mais c'est surtout sur la glace que ça se ressent. La perte d'Olivier, c'est sûr que ça nous fait maintenant un gardien de but Samuel Harvey, qui est capable, on sait aujourd'hui, de gauler dans le midget 3. C'est sûr, le fait d'en avoir 2, ça nous sécurisait beaucoup parce qu'avec un vétéran et un jeune gardien, on savait qu'on était capable de d'aller peut-être un petit peu plus loin au niveau des séries éliminatoires parce qu'on savait que les gardiens pouvaient faire une différence. La perte d'Olivier, c'est sûr que ça nous enlève justement cette assurance-là. Mais on a intégré le jeune William Imbeau là, qui fait actuellement quand même d'excellent travail, qui va pouvoir nous aider. La perte de Lucas Lajoie est un petit peu plus difficile parce que Lucas était un élément offensif très, très important dans notre équipe. C'était notre meilleur marqueur. C'était le joueur qui avait marqué le plus de buts en avantage numérique aussi. Fait que c'est des situations dans un match qui peuvent faire la différence entre une victoire peut-être et une défaite. Fait que c'est sûr que c'est difficile aujourd'hui. Est-ce que vous sentez tout de même que certains joueurs ressentent une pression supplémentaire? D'ailleurs, Samuel Harvey, qui maintenant doit occuper le poste de numéro 1 dans les buts. Non, je pense plutôt que c'est une motivation pour certains joueurs. Il y a des joueurs qui ont changé de rôle, dont Samuel, et quelques joueurs aussi au niveau offensif. Je pense que c'est à eux de nous montrer qu'ils sont capables de remplir peut-être un autre rôle qu'ils avaient en début de saison. C'est un élément de motivation. C'est des objectifs pour eux qui sont différents. Je pense plutôt que, justement, ça les motive, puis ils ont envie de nous aider, puis de montrer qu'ils sont capables de remplir ces rôles-là. Parlant de joueurs qui ont changé de rôle, vous l'avez mentionné, William Jacques, qui est devenu le capitaine. Pourquoi l'avoir sélectionné? Bien, écoute, William, il correspond vraiment à l'identité qu'on donne à notre équipe. C'est un joueur de caractère qui a beaucoup d'intensité, qui performe, qui se présente vraiment à chaque fois, autant au niveau des entraînements que des matchs. Fait que c'était pour nous un choix logique. C'est aussi le seul vétéran qui nous reste dans la chambre, parce que l'année dernière, il jouait midget 3, mais à Magog. Fait que c'est un joueur qui est à sa 2e saison le midget 3, et ça paraît. Il amène un élément justement de calme puis d'intensité en même temps. Fait que pour nous, c'était vraiment le choix logique là, de succession à Lucas Lajoie. Avec le classement qui est aussi serré, quelle est la clé du succès pour les 5 derniers matchs de la saison? Je pense que c'est de garder la même recette qu'on a depuis le mois d'octobre, où on avait trouvé notre rythme au niveau de notre jeune équipe par rapport au midget 3, c'est-à-dire jouer toujours avec beaucoup d'intensité, de toujours d'essayer de ramener le maximum de rondelles vers le filet, essayer de créer vraiment beaucoup de chances de marquer. C'est ça qu'on veut continuer à faire parce qu'on le fait bien. On gagne pas tout le temps, mais on offre de très bonnes performances et c'est sûr qu'à long terme, ça va payer. Parce que lorsqu'on regarde votre calendrier, il n'est tout de même pas facile. Vous affrontez 2 fois Laval-Montréal et d'ailleurs les Lions du Lac-Saint-Louis qui sont à 3 points de vous au classement à la fin de la saison. Est-ce que ça sera, si on veut, le duel décisif de cette année pour vous? Bien, c'est sûr que c'est un de nos derniers matchs de la saison. Fait que ça va être. On ne sait pas si ça va se décider. On verra par rapport aux résultats qu'on a fait avant et eux, les leurs aussi. Mais c'est sûr qu'on veut se présenter à tous les matchs puis on veut gagner le maximum de matchs d'ici la fin de la saison pour avoir notre sort entre nos mains, justement, et pas attendre notre dernier match. Est-ce que vous considérez que vous avez les effectifs pour faire un bon bout de chemin en série, si on regarde par ailleurs, comme l'an dernier, vous aviez accédé au 2e tour? Bien, le fait d'avoir une jeune équipe, c'est sûr que plus on avance dans la saison, plus on voit que nos jeunes ont certaines petites difficultés là, au niveau de l'expérience, puis justement de prendre du recul sur certaines situations. Le fait peut-être d'avancer dans les séries va amener justement du bagage à ces jeunes joueurs-là pour la saison prochaine. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est prendre les matchs un à la fois puis voir jusqu'où ça va nous mener. Comment approchez-vous, ces joueurs qui manquent d'expérience, justement, à l'aube des séries? Bien, nous, ce qu'on veut, justement, c'est leur en donner un maximum. Hein. C'est sûr que c'est à nous, les entraîneurs, à nous, le staff, de faire en sorte de bien les préparer, de faire en sorte qu'ils soient vraiment bien préparés pour ces matchs-là. C'est souvent des matchs décisifs, mais des matchs décisifs, on en joue quand même depuis un bon bout de temps déjà, parce qu'on dans la situation où on est, tous les matchs sont importants. Fait que les joueurs sont préparés à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils continuent justement à s'améliorer, puis qu'ils emmagasinent un maximum d'expérience. Et votre performance de l'an dernier sera-t-elle une source de motivation pour cette année? Bien, comme le fait qu'on ait plus de joueurs, justement, dans ce vestiaire-là, qui peuvent justement rapporter les éléments de l'année dernière, c'est difficile. On veut plutôt que les joueurs construisent leur propre histoire puis qu'ils arrivent vraiment avec des éléments nouveaux pour arriver dans les séries puis performer après. Là, si on regarde le match de cette fin de semaine contre les Estacades de Trois-Rivières, quel est le plan de match? C'est sûr que ça va être un match encore comme la semaine dernière, là, qui va être très intense puis très serré, ça, j'en doute pas. C'est ce qu'on veut faire, c'est bien jouer défensivement, continuer à être très intense, amener un aspect physique, là, comme on fait depuis le début de la saison, puis ramener beaucoup de rondelles de filet, mettre du trafic devant le filet. Ils ont un très bon gardien, fait que je pense que c'est à nous de le déranger un petit peu puis mettre beaucoup de circulation devant lui en fin de semaine.
Merci, M. Fortin, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau et bonne chance pour la rencontre de cette fin de semaine. On le rappelle encore une fois, ce sera dimanche contre les Estacades de Trois-Rivières au Foyer des loisirs. Merci. C'était l'entraîneur-chef des élites de Jonquière dans la Ligue de hockey Midget 3, Danny Fortin. De retour à vous. Et finalement, ce soir, la Québécoise Eugénie Bouchard sera opposée à la Chinoise Nali lors de la demi-finale des internationaux d'Australie. Merci, Vicky. Ça me fait plaisir. Alors, à la météo, Nathan, est-ce que le Saguenay subira une autre vague de froid demain? Oui, en effet, Sabrina. Malheureusement, la vague de froid persistera toujours au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Présentement, il fait moins 21 degrés avec un facteur éolien de moins 39. Pour ce soir, ce sera partiellement nuageux avec un minimum de moins 25. Et pour demain, à Saguenay, ce sera moins 18 degrés avec un facteur éolien de moins 35. À Alma, présentement, il fait moins 23 degrés. Pour ce soir, ce sera aussi partiellement nuageux avec un minimum de moins 26. Et pour demain, c'est un minimum de moins 20 degrés Celsius avec un facteur éolien de moins 36. C'était tout pour votre météo. Merci, Nathan. C'est ce qui conclut notre web journal du 22 janvier. Revenez-nous la semaine prochaine. Bonne soirée.